Il est midi, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille du grand réalisateur et producteur Mohamed Lakhdar Hamina, décédé hier à l'âge de 95 ans. Dans quelques instants, un hommage sera rendu à ce grand nom du cinéma algérien qui a su redonner la parole à tout un peuple. La France, un pays qui se précipite vers une démocratie fragmentée, le climat est tendu, l'obsession identitaire aujourd'hui revendiquée prend de l'ampleur. Les grands discours républicains font de l'exclusion une véritable stratégie d'État. Nous parlerons par la suite du scandale qui secoue les coulisses du pouvoir entre Paris et Rabat. Une affaire d'espionnage et de chantage met en cause le régime du Marzen. De hauts responsables français ont été victimes de chantage portant sur des affaires de corruption. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du Moudjahid, grand réalisateur et producteur Mohamed Lakhdar Hamina, décédé hier à l'âge de 95 ans. C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le président de la République a appris la disparition du monument du cinéma mondial, le grand réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina, survenu à la veille de la célébration par l'humanité du 50e anniversaire de sa Palme d'Or remportée au Festival de Cannes pour son chef-d'œuvre Chronique des années de Braise. Une œuvre magistrale qui a révélé au monde entier un pan des souffrances du peuple algérien durant la colonisation, a écrit le président de la République dans son message de condoléances, avant d'ajouter que le défunt, avant d'être un cinéaste créatif et de renommée internationale, ayant marqué l'histoire du 7e art de son empreinte indélébile, fut un moudjahid fier et engagé, ayant contribué à la libération de sa patrie à travers des images, des scènes qui ont transmis à l'humanité les épopées de la révolution algérienne. Et en cette pénible perte et douloureuse circonstance, le président adresse à la famille du défunt, à la famille révolutionnaire ainsi qu'à la famille du cinéma algérien international ses condoléances les plus sincères et l'expression de sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, d'accorder également à ses proches et au peuple algérien patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, conclut le président de la République. En 1975, Mohamed Lakhdar Hamina offrait donc à l'Algérie sa première Palme d'Or à Cannes avec Chronique des années de Braise, un film devenu un symbole, un film qui retrace l'histoire de l'Algérie durant la guerre de libération nationale. Mohamed Lakhdar Hamina est considéré comme un des pionniers du cinéma algérien. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ce chef-d'œuvre restauré revient sur la croisette sans lui. Un hommage au cinéma, à l'histoire et à un homme qui a su redonner la parole à tout un peuple longtemps réduit au silence. Raouf Hamouche. Mai 1975, Festival de Cannes. Sur les marches du palais, des silhouettes en djellaba et en tenue traditionnelle algérienne avancent, fièrement, presque hors du temps. Ce jour-là, le cinéma mondial s'apprête à vivre un moment d'histoire. Le film s'intitule Chronique des années de Braise. Son réalisateur, Mohamed Lakhdar Hamina. L'Algérie entre alors au panthéon du 7e art. Cannes 1975, Chronique des années de Braise, réalisée par M. Lakhdar Hamina. La Palme d'Or lui est décernée, une première historique pour un film arabe et africain. Ce long métrage est un hommage vibrant à la résistance populaire, à la guerre de libération, à la mémoire collective de tout un peuple. Tout à fait mérité, parce que c'est le monde entier qui a reconnu son talent à travers la Chronique des années de Braise. Chronique des années de Braise, c'est vraiment flamboyant. C'est un hommage à l'Algérie, c'est un hommage à son histoire. Et c'est un film très courageux aussi, parce qu'il a imposé son style, il a imposé également la grandeur de l'Algérie. Il est lié à cette grandeur. Et je pense que là, on a perdu quelqu'un de très important. On l'a perdu, mais il reste dans l'histoire. La preuve, cet hommage national et international fait que Lakhdar Hamina, peut-être l'homme est mort, mais l'artiste n'est pas mort.
Lakhdar Hamina, cinéaste visionnaire, fut aussi un symbole de la lutte et de la résistance algérienne. Un moudjahed ayant contribué à la libération de son pays. À travers ses images, il a raconté l'Algérie comme peu l'avait fait avant lui, avec force, poésie et vérité. Des scènes qui ont fait connaître au monde entier l'héroïsme de la glorieuse révolution algérienne. Né le 26 février 1934 à Msila, issu d'une famille modeste des Hauts-Plateaux, Mohamed Lakhdar Hamina a connu très tôt la douleur de la colonisation pendant la guerre. Son père avait été enlevé, torturé et tué par le colonisateur français. Très vite, il choisit l'image comme son arme et rejoint à Tunis les rangs de la révolution algérienne. À travers le film chronique des années de Brest, Hamina offre au public un véritable chef-d'œuvre. Pendant 2h20, il fait revivre au public une Algérie oubliée qu'on redécouvre, celle des révoltes paysannes, des humiliations, des rêves brisés, mais aussi de la Renaissance. En 50 ans de carrière, il réalise un documentaire et 7 films. 50 ans après sa consécration, Chronique des années de Brest fait un grand retour à Cannes, restauré, réhabilité, présenté à une nouvelle génération pour résonner encore plus fort. Mohamed Lakhdar Hamina n'a pas fait le voyage, mais son œuvre, elle, parle encore fort. Pour tous les cinéastes algériens et même certains étrangers, il reste une référence. C'est une référence de qualité, c'est une référence également de rigueur, de grandeur, de splendeur. Et c'était, je voudrais dire que c'était mon ami aussi. Notre amitié était très solide, il me cherchait tout le temps et j'avais grand plaisir à travailler avec lui, à bavarder avec lui, à rester avec lui, parce que c'était un homme qui vous irradiait, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Il aimait les gens, il aimait le peuple, il aimait le Sud, il aimait... Moi, pour moi, Lakhdar Hamina, c'est le monsieur, quand il met son œil à la caméra, il y a les espaces qui s'ouvrent. Réalisateur, artisan de mémoire, Mohamed Lakhdar Hamina aura consacré sa vie à raconter celle des siens en mêlant beauté, rage et dignité. Une émission spéciale sera diffusée ce soir après le journal de 20h. Elle reviendra sur le parcours exceptionnel de feu Mohamed Lakhdar Hamina, ce grand nom du cinéma algérien, figure de la mémoire collective. Des images d'archives, des témoignages et des extraits de ses œuvres retraceront l'itinéraire d'un artiste qui a porté l'histoire de son peuple à l'écran. Une émission qui vous sera présentée par Emel Nebesh. Représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, s'est rendu en Équateur pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République élu, Daniel Noboa Azin, à Quito, capitale équatorienne. Le forum algéro-mauritanien, c'est tout d'abord une dynamique régionale qui est enclenchée à travers des projets concrets et surtout la volonté de faire de cette relation algéro-mauritanienne un vrai levier de développement pour les deux pays et bien au-delà, bien sûr, Emira Sefta. Volonté ferme de renforcer la coopération économique et de dynamiser l'initiative commerciale a été au cœur du Forum des hommes d'affaires algéro-mauritaniens, organisé en marge de la 7e édition de l'exposition des produits algériens. À travers ce salon, nous ne faisons pas que de promouvoir le produit algérien. Nous présentons également au monde un modèle alternatif de coopération et de partenariat fondé sur les intérêts communs et les bénéfices partagés. La Mauritanie, par son histoire, sa position géographique et sa gouvernance, constitue une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique atlantique et la région du Sahel. Coopérer avec elle n'est pas un choix conjoncturel, mais un parti stratégique. L'Union nationale du patronat mauritanien est convaincue que la coopération économique entre la Mauritanie et l'Algérie n'est pas un simple choix optimal, mais une nécessité pour atteindre le développement durable souhaité dans les deux pays frères. Ce forum incarne la volonté commune de l'Algérie et de la Mauritanie de hisser leurs relations bilatérales à un niveau supérieur. Ce projet constitue une opportunité de valoriser et de renforcer l'exploitation de projets tels que la route stratégique reliant Tindouf à Zouirat, qui ouvrira une nouvelle voie pour le commerce transfrontalier. De même, les postes frontaliers modernes illustrent la fluidité de la coopération entre les deux pays, tandis que la création d'une zone franche
en tant qu'espace économique partagé favorisera l'investissement réciproque. Nous sommes aujourd'hui face à une opportunité précieuse pour transformer notre relation ancrée dans l'histoire en un moteur économique puissant. La production algérienne a prouvé sa capacité à répondre aux normes internationales avec une qualité élevée à des prix très compétitifs. Le partenariat économique entre les deux pays ne doit pas se limiter au volume des échanges commerciaux, mais doit reposer sur la production conjointe, l'investissement commun, ainsi que la préservation et la création d'emplois. Au terme de ce forum, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre les opérateurs économiques des deux pays, couvrant divers secteurs d'activité, dans le but de promouvoir des collaborations économiques et des investissements mutuellement bénéfiques. Lors de la clôture du Forum économique algéro-mauritanien à Nouakchott, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, ainsi que la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeynep Bent Ahmed, ont procédé à la signature de 2 mémorandums d'entente. Le premier porte sur la protection du consommateur, la lutte contre la fraude ainsi que le contrôle de la qualité des produits commercialisés sur le marché. Le second a pour objectif la modernisation et la mise à jour du système du registre du commerce. Je vous en parlais en titre, un climat tendu en France. Voilà que le discours du ministre français de l'Intérieur, Retailleau, figure de l'extrême droite, n'a plus rien de voilé. Justement, l'obsession identitaire prend de l'ampleur, elle est même revendiquée. Les grands discours républicains font de l'exclusion une véritable stratégie d'État. Rina Lourari. La France d'aujourd'hui semble se réjouir de renouer avec son passé colonial à travers un néocolonialisme qui a tout d'une véritable recolonisation qui ne se fait plus par les armes mais par les discours haineux et les lois inopinées de ses institutions. Le tout se résume en une seule personne controversée, Bruno Retailleau. Figure notoire de l'extrême droite française, Retailleau est connu pour ses propos islamophobes, pour sa haine publique et répétée envers des minorités et qui se retrouve aujourd'hui de surcroît à la tête d'un portefeuille sensible censé garantir la sécurité de tous. Rappelons que cet homme nommé M. Retailleau vient du Mouvement pour la France, de Philippe de Villiers, fier et officiel ennemi éternel de toute migration non blanche et des musulmans. C'est donc un islamophobe et ennemi des minorités assumé qui va s'occuper de la protection des musulmans et des minorités en France. Et on pourrait imaginer qu'une fois au pouvoir, au ministère de l'Intérieur, M. Retailleau va se calmer. Mais pas du tout. Durant ces 30 dernières années, l'on a dénigré en France, de manière de plus en plus visible, les personnes non blanches dans les médias, en disqualifiant leur culture. Retailleau ne s'en est pas privé. Mais en utilisant aujourd'hui des mots comme ethnique, en appelant à l'acte anti-voile, en mettant autant de distance entre lui et les non-blancs, l'actuel ministre de l'Intérieur ramène un langage et des postures relevant d'un racisme décomplexé, conscient, assumé et pas loin d'être néobiologique. Les choses sont très claires et là où je suis au ministère de l'Intérieur, je ne laisse rien passer. Je ne lâche rien. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Avec Retailleau, ce n'est plus une dérive, mais c'est carrément un projet politique clair et structuré où le racisme, à tout point de vue, n'est plus dissimulé, mais pleinement assumé. Instrumentalisant l'immigration, la religion et les origines, le ministre de l'Intérieur stigmatise et divise depuis le cœur même de l'État. Et dans cette croisade, le voile n'est plus ce simple morceau de tissu, mais devient une obsession. Une rhétorique qui rappelle les vieux réflexes coloniaux, ceux qui faisaient du voile un obstacle à arracher. Tous les islamistes souhaitent que les femmes soient voilées. Très étrange lapsus, non, pour un ennemi des femmes voilées. Mais en fait tellement logique, car haine des femmes voilées et viol ont par le passé fait très bon ménage. Et on sait par ailleurs comment le viol a été une arme de guerre systématique utilisée par les Français durant la guerre d'Algérie. L'obsession identitaire de Bruno Retailleau dépasse largement les frontières de l'Hexagone, s'étendant jusqu'à l'Algérie, devenu un symbole à abattre. Glorifiant la colonisation, il nie les crimes et piétine la mémoire, gouvernant avec un mépris érigé en une doctrine d'État. Ajoutons à cela la haine obsessionnelle de Retailleau contre l'Algérie. M. Retailleau a également récemment dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France et que les enfants de migrants étaient parfois dans une sorte de régression vers les origines ethniques. Je cite,
Affirmant cela, Retailleau dit haut et fort aux descendants de migrants que la culture de leurs parents est rétrograde. Pour info, M. Retailleau est lui d'ethnie vendéenne catholique pratiquante. Le ministre de l'Intérieur a aussi affirmé que la colonisation, ça a été également des heures qui ont été belles. Liberté, égalité et fraternité, ces mots gravés sur les frontons républicains peinent à trouver un écho. Sous Bruno Retailleau, ces valeurs sont piétinées, effacées et vidées de leur sens. La République devient à géométrie variable et la France court vers une démocratie fragmentée et fissurée. Un pays où l'on préfère faire taire ceux qui dénoncent ce qu'il se passe à Rza. Cette fois, c'est le politologue François Burgat qui vient d'être condamné pour avoir simplement exprimé son opinion politique, dire que la résistance d'un peuple occupé est légitime. Un message qui a beaucoup dérangé. Il est à rappeler qu'aujourd'hui, toute parole en soutien aux Palestiniens est aussitôt suspectée, censurée ou criminalisée. Yasmine Massaoudi. 8 mois de prison avec sursis, c'est la peine requise contre lui pour avoir affirmé une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le politologue François Burgat dénonce une réalité claire. Alors on parle un tout petit peu plus de mon nom, parce que je ne m'appelle pas Mohamed, mais des dizaines de mes compatriotes de confession musulmane ont été mis en garde à vue, pour certains incarcérés, avoir bloqué, et ont été lourdement condamnés sur la base de dossiers qui sont à peu près aussi vides que le mien. Face à l'occupation brutale de l'entité sioniste, la résistance palestinienne est une réponse légitime. S'il y a occupation, il y a répression. S'il y a répression, il y a résistance. S'il y a résistance, vous allez appeler ça du terrorisme, mais ça ne sera que de la résistance. La peine requise symbolise la répression systématique des voix qui défendent la cause palestinienne et les droits des musulmans en France. La tension s'est exacerbée entre ce monopole du narratif israélien, qui était celui des médias depuis toujours, des médias et de la classe politique à 65% dans les meilleurs jours. Donc on aurait pu attendre une évolution de la classe politique française. Il n'y a pas eu d'évolution. Malgré l'exacerbation de la contradiction des pratiques israéliennes, le soutien de droite comme de gauche s'est maintenu. Depuis le 7 octobre 2023, s'exprimer sur le génocide en cours dans la bande de Rza expose son auteur à la répression. Tous ceux qui ont dénoncé l'occupation, le blocus, l'enfermement sont systématiquement poursuivis en justice. Tout rassemblement contre le massacre en cours à Gaza était interdit. Des événements culturels aussi ont été interdits. Le simple fait de projeter un film palestinien, d'organiser une discussion sur un film palestinien ou sur un livre écrit par un palestinien, ça pouvait valoir une interdiction. C'est notamment arrivé par exemple en Bretagne. Depuis 1 an et demi, en France, des personnes se retrouvent accusées d'apologie du terrorisme pour des simples messages sur les réseaux sociaux, pour des simples communiqués. En France, ce n'est plus seulement la liberté d'expression qui est attaquée, mais une part entière de la population est ciblée et stigmatisée parce qu'elle refuse de se taire face à un génocide perpétré en toute impunité. Un sujet d'Amira Sefta également. Et puis ce scandale qui secoue les coulisses du pouvoir entre Paris et Rabat, une affaire explosive d'espionnage et de chantage refait surface et met en cause directement le régime du Marzen. Au cœur des révélations, un avocat aujourd'hui hospitalisé dans des conditions assez troubles après avoir exposé des faits sensibles. L'on parle d'accusations de corruption, d'intérêts partagés, d'une alliance dans les plus hautes sphères de l'État. Balim Damis. Le scandale entre Paris et le régime du Marzen se succède après la révélation d'une affaire d'espionnage et de chantage flagrant menée par les services de renseignement du Marzen contre des responsables au plus haut sommet du pouvoir français. Ces derniers ont été victimes de chantage portant sur des scandales de corruption financière et morale. L'avocat, Juan Branco, qui a récemment révélé ces informations secrètes et compromettantes, s'est retrouvé dans un état de santé critique après avoir exposé le scandale il y a quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher la question de la responsabilité du Maroc en tant qu'État dans la gangrène de narcotrafic qui touche notre pays aujourd'hui? Est-ce que le roi du Maroc n'a pas suffisamment de secrets sur nos dirigeants politiques avant le retour de bâton, avant cette reconnaissance du Sahara occidental et cette réconciliation, etc. On avait des relations extraordinairement tendues avec le Maroc. On ne va pas en dire plus, mais ceux qui savent comprendront. Je n'ai pas envie de faire sauter votre chaise. Juan Branco est actuellement hospitalisé sous haute surveillance des services de renseignement français.
Un silence pesant entoure l'affaire, alors que l'inquiétude grandit au sein de l'opinion publique et que les soupçons d'un possible empoisonnement délibéré se multiplient. L'avocat qui avait récemment levé le voile sur une affaire explosive de chantage impliquant les services de renseignement du Makhzen avait confié lors d'une émission avoir été la cible de pressions, de menaces et d'actes d'intimidation. Qui essaye de façon la plus digne et la plus respectueuse possible de la vérité, de l'intégrité, de la souveraineté nationale, de vous opposer à ce pouvoir en place, eh bien vous vous faites massacrer. Les révélations s'enchaînent, mettant au jour un vaste réseau d'espionnage, des relations douteuses et une corruption à grande échelle entre l'Élysée et le régime du Makhzen. Une alliance où les principes, les constantes diplomatiques et parfois même le destin des peuples semblent pouvoir être balayés d'un simple revers au nom d'intérêts partagés. Ailleurs dans le monde, la décolonisation reste une lutte bien réelle. À Dili, capitale du Timor-Leste, le droit à la liberté et à l'indépendance du peuple sahraoui a été exprimé clairement et réitéré. Lors du séminaire annuel du comité spécial de l'ONU, une forte solidarité portée par plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, qui appellent d'ailleurs à faire respecter le droit des Sahraouis à décider librement de leur avenir. Walid Yousfi. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, fermement réaffirmé depuis la tribune du séminaire annuel du comité spécial de l'ONU sur la décolonisation, tenu à Dili, capitale du Timor oriental. La cause du peuple sahraoui était au cœur des interventions des délégations représentant des dizaines de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Notre lutte pour la liberté et l'indépendance s'inspire des principes du peuple de Timor oriental. Le combat se poursuit pour atteindre notre liberté et notre indépendance. Il est à noter que cette année marque le 65e anniversaire de la déclaration sur le droit à l'indépendance des pays et peuples colonisés. Les engagements fermes du comité à concrétiser cette déclaration ont permis aux voix du peuple du Timor oriental d'être entendues. Votre lutte constitue un témoignage fort des principes fondamentaux du droit des peuples à leur autodétermination. Sur les terres du Timor oriental, libre et indépendante, la solidarité avec le peuple sahraoui s'affirme. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a été organisé le séminaire de solidarité de l'Asie et de la région Pacifique avec le Sahara occidental, renforçant ainsi le soutien international à la cause sahraoui. Le Timor oriental possède une grande expérience avec le comité spécial de décolonisation des Nations Unies. Forte de son parcours de lutte pour l'indépendance, elle sait que tous les territoires inscrits sur la liste des pays colonisés doivent exercer leur droit à l'autodétermination. Ce droit doit mener à l'indépendance, si tel est le souhait clairement exprimé par le peuple. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour nous. Les participants ont également dénoncé la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, condamnant le pillage des ressources du peuple sahraoui qui reste un symbole de résistance et de lutte sur la scène internationale. Ils sont venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger, pour relever un défi sportif et humain au cœur des montagnes de Kabylie. Le trail d'Azruntor a rassemblé des passionnés de courses en pleine nature autour de 2 circuits exigeants pour le coup de 23 et de 42 km. Les athlètes ont pris le départ au lever du jour, bravant la brume et le froid des montagnes des Farhounen. La couverture est signée Bedi Amarni. C'est dans le décor majestueux et paisible des Farhounen que les athlètes du trail d'Azruntor à Tirourda ont fait leurs preuves. Une course en pleine nature marquée cette année par une brume persistante qui s'est formée au fur et à mesure, rendant un peu plus difficile le parcours. Portés par une force mentale impressionnante, les coureurs sont allés jusqu'au bout de leur performance, défiant ainsi les conditions météorologiques pour franchir la ligne d'arrivée. Alhamdoulilah, on a pris place pour 4e fois. طيازونطون فغاد خما الباتيور كون داكلاو 1:45 مي دوماج اسكو ساكين الباركون غليسونت بزاف لا طاش الحشيش مي الحمد لله pour la deuxième place. C'était vraiment difficile le parcours, l'effet de l'altitude, l'effet de dénivelé. Les concurrents ont été à la hauteur. Alhamdoulilah, on a pu
prendre la deuxième place avec un chrono moins de 2 heures, ça fait plaisir. On a vu les 3 premiers arriver. Donc bien sûr, Yazid Mennad, c'est lui le détenteur du record. Mais il a essayé justement de battre son record, mais malheureusement, il est rentré 2 minutes après son record précédent, à 2024 plutôt. Bon, bien sûr, on a parlé avec Yazid, c'était à cause des conditions météo un petit peu, parce qu'il y avait un peu de brouillard, un peu de brume. Des mois d'entraînement ont été nécessaires. Certains n'ont pas hésité à se rendre plusieurs fois dans ce village d'Ifarhounen pour le repérage du parcours qui n'attendait plus que d'être foulé par leurs pas. J'ai découvert Azarandhor il y a 1 mois. On est venu pour histoire de voir le parcours et de voir si on peut faire la compétition. Et je suis revenue aujourd'hui pour faire le trail de Azarandhor. J'y suis venu la première fois l'année dernière, j'étais ravi. Vraiment, quand je pense à Algérie, moi j'ai pensé surtout désert. En fait, non, j'ai découvert des très belles montagnes, un très bel endroit, très accueillant. J'ai découvert une population qui est super accueillante, un endroit qui est beau, qui est sécurisant. Et je me suis dit que cette année, je voulais revenir avec les enfants parce qu'il y a envie qu'ils aussi participent à ça, qu'ils voient ça et qu'ils connaissent cette autre culture. Pour la 8e édition de Trail Azarandhor, je pense tout est magnifique. Tout magnifique. Nous, la Ligue d'athlétisme, quand on a vu tout est basé sur des bases sérieuses, on a mis les moyens humains et matériels pour la réussite de cet événement. Et c'est chez nous, vous, cette année, comme il y a eu 13 pays étrangers, 14 avec l'Algérie, qui ont préparé cette 8e édition, ou parmi eux, 91 athlètes étrangers. Bien plus qu'une simple compétition, ce trail est une aventure humaine et sportive dans un écrin naturel au cœur des montagnes d'Ifarhounen. L'occasion a permis de vivre l'expérience d'être hébergé chez les familles de la région. Sport, tourisme, culture étaient les maîtres mots de cette compétition qui attire de plus en plus de participants, notamment étrangers, qui étaient aussi en force. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous. Je vous retrouve ce soir pour le journal de 19h.